du mois de septembre, il y aura bientôt ma lettre d'information sur le web. Здравствуйте! Je suis un hacker, un cracker pas du tout éthique. J'agis pour plaire à mon administration qui me demande de semer la panique dans les milieux de la santé en France. J'agis aussi pour le business parce que je vais exiger une rançon en bitcoins, une vie coupe. On négocie pas, on paye. Nous sommes le dimanche 19 octobre 2025. Il est près de 2 heures du matin. Voyons, qui je vais attaquer maintenant? Tiens, le centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté. Pontarlier. C'est une petite bourgade, ça. Ils sont sûrement pas sécurisés, ces abrutis, ces douraki. Dans quelques minutes, ce centre hospitalier ne fonctionnera plus comme avant. Promesse du Tavarich. J'espère pour eux qu'ils ont des crayons et du papier. C'est pas moi qui leur fournirai. Niet. Je vais utiliser une vulnérabilité bien connue de nous, les hackers pas éthiques, pour entrer dans leur système d'information, escalader en privilège, tourner leur défense et faire une extension latérale. Da, avec un EDR killer, crachot. Je vais chiffrer leurs fichiers, tous leurs fichiers. Je vais réclamer une rançon pour leur fournir la clé de déchiffrement. Mais je ne leur fournirai finalement pas cette clé. Makiluch, niet. Ja atakują, j'attaque. Dos Vidadia, Doraki. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous, et merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous des lundis de la cyber, animé par Gérard Pélix et Béatrice Laurent. Ce soir, je vous propose une heure de récit, une heure de terrain, une heure dans la vie réelle d'un hôpital qui a été frappé au cœur de son fonctionnement et qui a dû malgré tout continuer à soigner. Je me présente, je m'appelle Thomas Vado, je suis RSSI depuis 2 ans au centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté, donc situé à Pontarlier, dans les Hauts-Doubs, une charmante contrée. Donc cet établissement est multisite au sein d'un environnement de santé mutualisé, avec des services, des dépendances, des coopérations qui font sa force au quotidien, mais qui peuvent aussi devenir une vulnérabilité lorsque survient une crise de l'ampleur qu'on a connue. Avant même d'être confronté à cette attaque, j'avais travaillé ce sujet dans ma thèse professionnelle consacrée à l'impact des cyberattaques sur la continuité des soins dans les hôpitaux publics français, thèse que j'ai eu le plaisir de soutenir en présence de Gérard. Cette thèse m'a conduit à regarder la crise non seulement comme un problème technique, mais comme une épreuve d'organisation, de coordination et de maintien du soin. J'avais travaillé 3 idées simples mais essentielles. Comment une organisation se transforme dans l'urgence, comment elle improvise avec ce qu'elle a sous la main et comment elle finit par apprendre de ce qu'elle a traversé. À mes côtés, ce soir, Judith Nico-Gossian, docteur en anthropologie, qui apporte un regard tout à fait complémentaire à notre vision peut-être plus technique organisationnelle et que je laisse se présenter auprès de vous. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation, Gérard et Thomas. Vraiment ravie de vous présenter le travail d'accompagnement à dimension humaine de la prise en charge de la crise d'origine cyber qui a été menée de façon assez avant-gardiste grâce à l'entrefaite de Thomas Vado et auprès du CHIC, du Centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté.
Effectivement, il y a 3 ans en arrière, l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatisés, a identifié un sujet qui était le suivant. La remédiation technique suite à une attaque d'origine cyber, basée uniquement sur des enjeux financiers ou des enjeux réputationnels, n'est pas suffisant à avancer en termes de résilience. Il manquait quelque chose. Ils ont réfléchi, oui, mais quoi? Eh bien, c'était la prise en charge de la dimension humaine, des aspects psychologiques, de tous les aspects réorganisationnels, quand soudainement, brutalement, d'une minute à une autre, tout bascule, tout vacille, et il s'agit de se réinventer pour trouver des solutions, et des solutions de façon extrêmement rapide. Voilà, je m'excuse, donc c'est une aparté. Je reviendrai à la fin du propos de Thomas Vado. Je suis au volant, c'est pour ça que peut-être que l'image et le son, je ne contrôle pas tout. Merci et je t'écoute avec très attention, Thomas. Merci Judith. Donc, un mois après cette soutenance, quasiment ouais, jour pour jour, c'est en ce qui nous concerne vraiment le baptême du feu dans la nuit du 18 au 19 octobre. Donc, notre hôpital subit un rançon logiciel qui provoque un chiffrement massif avec une interruption totale des applications métiers et une bascule vers vers le mode dégradé. L'ANSSI et le CERT Santé qui nous ont accompagnés montrent bien la suite logique de ce type d'événement. Il ne s'agit pas de redémarrer l'existant, mais de reconstruire un cœur de confiance sain, de sécuriser la chaîne d'administration et de reprendre la main durablement sur notre SI. C'est le mouvement que nous allons suivre ensemble. Le choc, la sidération, la réponse, la reprise, puis la reconstruction. Et j'aimerais que vous gardiez une idée simple avant de vous raconter ce récit. Dans une cyberattaque hospitalière, ce qui est testé au premier plan, ce ne sont pas seulement les outils. Ce sont les femmes, ce sont les hommes, leur qualité humaine, la solidité de leurs liens, leur préparation, la clarté de leurs décisions, leur capacité à rester fidèles à leur mission de soins quand tout vacille, car dans le monde hospitalier, j'ai 25 ans dans le monde hospitalier, de métier dans l'établissement, et j'ai toujours été impressionné par l'attachement que les métiers ont dans leur mission. Alors, si on veut comprendre ce qu'est une cyberattaque hospitalière, il faut d'abord accepter une chose simple, elle ne surgit jamais comme un accident isolé. Elle s'installe, elle se prépare, elle s'infiltre, comme l'a très bien mis en animation Gérard, en introduction, puis elle frappe. Elle ne touche pas seulement des serveurs, elle bouleverse une organisation entière, ses routines, ses repères, ses priorités, jusqu'à ses manières de penser le soin. On est complètement dans le noir. Et le récit que nous allons suivre se déploie en 6 temps, presque comme une pièce de théâtre en 6 scènes. Avant l'attaque, il y a déjà une tension en toile de fond. Un hôpital qui fonctionne, bien sûr, mais qui fonctionne aussi avec des fragilités connues, des chantiers ouverts, une dette technique, financière également, des dépendances numériques. Et cette impression très hospitalière que l'on avance toujours en rénovant en même temps qu'on soigne. Autrement dit, la crise ne n'est pas dans le vide, elle surgit dans un système vivant en transformation constante et qui est déjà exposé. Puis vient la nuit du 18 au 19 octobre. Et là, tout bascule. En quelques heures, ce qui n'était encore qu'une menace possible, effectivement, hein, régulièrement dans la presse, et ça, je l'avais vu dans mon travail de thèse, malheureusement, de nombreux établissements de santé en France ont déjà subi des cyberattaques avec une réalité brutale, du chiffrement, la disponibilité des outils. En ce qui nous concerne, on a même une perte de la téléphonie, une impossibilité d'accéder aux dossiers, aux applications métiers,
et surtout ce moment très particulier où on comprend que l'on peut plus compter sur le numérique pour continuer à assurer nos missions de soins. Et c'est là que commence la sidération. Les premiers signaux arrivent, les appels se croisent, les confirmations succèdent et on découvre que la crise est beaucoup plus large que ce qu'on a imaginé. Ça ne se limite pas à une seule panne, mais elle est beaucoup plus profonde à ce- par rapport à ce qu'on pouvait l'imaginer quelques minutes auparavant. Et c'est dans ces premières heures que sont alors des choix difficiles à prendre. Il faut d'abord contenir pour comprendre, protéger pour réparer, et puis surtout couper avant d'espérer de rétablir un soupçon de SI. Donc c'est un moment de tension vraiment particulier parce que tout le monde veut agir, mais il faut d'abord empêcher la propagation. Donc c'est vraiment les premières minutes qui sont très très importantes. Tous les hôpitaux sont interconnectés. On travaille de pair avec nos confrères du CHU de Besançon. On est en réseau avec le GRAD Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est tout un circuit de coopération. On n'est pas un établissement isolé. On a des interconnexions avec toute la région et même au-delà pour la téléradiologie ou d'autres spécialités. Donc, il faut avoir dans les premières minutes une vision quand même suffisamment claire pour ne pas aggraver la situation. Donc, il ne faut pas chercher à gagner du temps, mais on gagne du temps en allant juste. Donc, ensuite vient le passage en mode dégradé. Et c'est souvent un moment qui est mal compris pour ceux qui n'ont jamais vécu une crise hospitalière de l'intérieur. On a beau faire des exercices, c'est toujours un moment quand même compliqué avec les métiers. On pourrait croire qu'il s'agit simplement d'un retour en arrière, d'un passage au papier crayon, comme on dit trop vite. En réalité, c'est beaucoup plus exigeant que cela. Il faut réinventer les circuits, redistribuer les rôles, faire circuler l'information autrement, sachant que c'est très compliqué si on n'a plus le support de téléphonie, maintenir la priorité clinique et continuer à soigner sans la fluidité habituelle du numérique. Le quotidien doit se réorganiser autour de gestes élémentaires vitaux, retrouver les téléphones, des fax. Les jeunes générations n'ont jamais connu le fax. Donc, quand on a ressorti ça des placards, on nous a regardé avec des yeux. Donc, ressortir des documents papier, remettre en place un circuit de circulation orale pour que l'information puisse redescendre dans les services, remettre aussi en place une coordination resserrée entre les services et une vigilance accrue sur chaque transmission. Et c'est cette phase qui sauve l'organisation. Ce n'est pas la perfection, on en est loin, mais c'est surtout cette valeur, cette capacité collective à improviser sans perdre le cap. Ensuite vient la reconstruction. C'est une phase longue, méthodique, pardon, exigeante, qui ne consiste pas à remettre en route, comme ça existait, mais à rebâtir quelque chose de plus sûr, de plus robuste, de plus maîtrisé. Effectivement, on pourrait décider de repartir au plus vite pour rendre les applications métiers au service, mais là, quand on a commencé à prendre la mesure, l'ampleur de la cyberattaque, c'est pas le scénario qu'on a décidé de choisir. On a décidé effectivement de faire table rase du passé, excusez-moi l'expression, mais mettre un bulldozer dans le SI, vraiment faire table rase et de reconstruire un édifice complet, un SI complet, en suivant l'état de l'art tel qu'il nous est imposé aujourd'hui. Et là, on a pu effectivement avoir la chance de se faire accompagner par les experts de l'ANSSI et du CERT Santé. Donc, au fond, ce que raconte cette chronologie, ce n'est pas seulement une attaque, c'est une trajectoire qu'une organisation, lorsqu'elle est confrontée à ses propres vulnérabilités. Obligée de transformer l'épreuve en apprentissage, la sidération en méthode et le chaos en reconstruction. Et c'est cette trajectoire que nous allons suivre ensemble, étape par étape, pour comprendre non seulement ce qui s'est passé, mais ce que cela dit de la résilience hospitalière.
Avant d'entrer dans le détail des heures de crise, il faut comprendre une chose essentielle. Cette histoire n'est pas racontée après coup. Elle a d'abord été pensée pour essayer de saisir ce que vit réellement un hôpital quand son système vacille. C'est ce que j'avais essayé de mettre en évidence dans la thèse que j'ai présentée. C'était regarder la cyberattaque non comme une anomalie technique isolée, mais comme une épreuve qui met à l'épreuve toute l'organisation, depuis les outils jusqu'aux relations humaines et depuis la gouvernance jusqu'aux gestes du quotidien. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de décrire un incident informatique, mais de comprendre ce qu'il se produit concrètement dans un établissement de santé. Aujourd'hui, face à une crise, on ne peut pas fermer les portes. Au moment où la crise apparaît, l'hôpital vit. On a des patients dans les lits, on a des personnes qui arrivent aux urgences, on a des personnes qui sont au scanner, on a un laboratoire qui tourne, qui est en train de faire des analyses. Donc, il faut, il faut comment? S'appuyer sur des piliers pour pour pouvoir éclairer et avoir enfin, vraiment une gestion de crise éclairée. Donc, j'ai bâti ça sur trois leviers. La conduite du changement. Dans une cybercrise, il ne suffit pas de réparer ce qui est cassé, il faut réorganiser, arbitrer, redéfinir les priorités, faire évoluer les pratiques, et Dieu sait que c'est compliqué, et parfois même changer très vite la manière dont l'hôpital se coordonne et décide, et bien sûr se prépare. Ce pilier permet de comprendre que la crise ne révèle pas seulement une faiblesse technique, elle impose aussi une transformation des façons de faire, des responsabilités qu'on peut avoir au niveau de la gouvernance et surtout des modes de pilotage. Le deuxième pilier, Dieu sait qui nous a sauvés, c'est le bricolage organisationnel. C'est probablement le plus parlant quand on parle à des soignants, à des cadres ou à des équipes, parce qu'il a vraiment une vision de terrain. Il décrit quelque chose de vraiment concret quand les outils tombent, quand l'accès aux applications disparaît, quand les flux habituels ne fonctionnent plus. Il faut continuer à assurer ses missions, il faut continuer à faire tourner la boutique. Alors quand on fait avec ce qu'on a, on contourne, effectivement, parce que euh, le monde de la santé est très cadré, hein, surtout dans les soins, dans la traçabilité, dans la sécurité du patient. Donc, on doit malgré tout voilà, contourner, on doit recomposer, on doit inventer des nouveaux circuits provisoires. On remet du papier en route où il y avait, quand il n'y a plus d'écran. On retrouve des réflexes oubliés. Et là, je tire mon chapeau, on va dire, aux personnes qui ont connu dans le monde de la santé le papier-crayon. On a commencé, nous, l'informatisation dans les services de soins au début des années 2000, avec l'arrivée des dossiers de soins informatisés. On a été le premier établissement au niveau de la Franche-Comté à mettre en place un dossier de soins informatisé, à mettre en place le circuit du médicament. Et heureusement, on a pu s'appuyer sur des personnes qui ont connu la- le monde du soin sans le support numérique et qui ont été vraiment moteurs au sein des équipes de soins pour accompagner les plus jeunes dans cette transition au papier-crayon. Donc ça a permis effectivement de retrouver des réflexes oubliés et rétablir une continuité à partir de moyens imparfaits, mais au moins immédiatement disponibles. Euh, pour un hôpital, ce bricolage, ça devient une sorte de forme d'intelligence collective, souvent discrète, mais essentielle pour que le soin continue. Euh, et sinon, le troisième pilier aussi, c'est ce qu'on appelle la dynamique de résilience, cette résilience organisationnelle. L'idée n'est pas seulement de tenir bon, de survivre au choc, mais c'est d'absorber cette rupture, de, de pouvoir s'adapter pendant la crise et surtout d'apprendre de ce qui s'est passé pour construire autrement et plus solidement. Aujourd'hui, j'ai passé ma journée encore avec les métiers pour pouvoir consolider tout ce qu'on a pu produire pendant cette crise.
On avait des PCA, on avait enfin des PCA PRA, niveau IT, niveau métier, mais on était loin de penser qu'on allait endurer une crise aussi longue. On est aujourd'hui au 15 juin, c'est arrivé le 19 octobre, les équipes sont fatiguées, mais en tout cas, il y a eu une vraie richesse collective d'apprentissage de cette crise. Et là, on a vraiment énormément de matière pour pouvoir consolider notre organisation, tout repenser et avoir un circuit patient, enfin, en mode adapté. Notre direction préfère utiliser ce terme, mais pour avoir quelque chose de résilient et surtout la base dans un hôpital, c'est de pouvoir voilà, assurer dans les meilleures conditions, même si elles sont dégradées, l'accueil, le suivi et éviter au maximum la perte de chance pour nos patients. Alors, l'hôpital avant l'impact. Donc, il faut comprendre une chose simple, c'est que on n'était pas un hôpital paisible ou à l'abri, hein. On savait pertinemment, hein, ça on le dit depuis malheureusement très longtemps, quand quand on parle d'attaque informatique dans le monde de la santé, c'est c'est pas de savoir si l'attaque va venir ou pas, c'est de savoir quand est-ce qu'elle va venir, parce que on sait qu'elle frappera. Aujourd'hui, bon, les médias s'en chargent régulièrement. Vu la tension géopolitique dans laquelle notre monde est plongé, voilà, la France est une cible privilégiée et tout ce qui est étatique est une cible, effectivement, c'est un élément moteur pour déstabiliser. Et l'hôpital de Pontarlier, voilà, on a malheureusement fait les frais. On était déjà sous tension, c'était compliqué, hein, il y avait déjà des problématiques de personnel, des problématiques financières sur notre établissement. On avait des transformations qui étaient en cours. Avec un système d'information qui portait à la fois sur la continuité des soins une part importante de vulnérabilité hein, qu'on avait établie. On s'était donné une feuille de route à 3 ans. On savait qu'on avait des trous dans la raquette, qu'on avait une feuille de route à tenir pour éviter de se faire attaquer. Donc, la cyberattaque, elle n'est pas tombée sur un terrain neutre. Elle est venue frapper une organisation où déjà plusieurs fragilités existaient déjà, parfois visibles, parfois connues, parfois en cours de traitement, mais pas encore complètement résolues. C'est un point essentiel parce qu'il permet de sortir d'une lecture simpliste du type tout allait bien, puis tout s'est effondré. En réalité, on était déjà dans un moment de transition avec des protections engagées, mais malheureusement pas encore totalement déployées. On a des projets, hein, comment, dans le monde de la santé, l'intérêt des GHT. Depuis 2017, si je ne dis pas de bêtises, il y a cette transition qui a été mise en route avec ces groupements hospitaliers de territoire en France qui permet un petit peu voilà, d'éviter qu'un établissement se trouve en vase clos, un petit peu isolé, mais qui est vraiment une politique commune, une convergence et un partage des compétences, donc que ce soit au niveau des outils métiers hein, pour nos soignants, mais aussi en termes de cyber. Et là, c'est vraiment un atout indéniable, hein. C'est vraiment un vrai cadre d'échange sur lequel on peut reposer, on peut échanger. Et ça a été aussi une vraie valeur ajoutée en ce qui nous concerne de pouvoir avancer dans cette crise. Donc, voilà, il y a des travaux qui étaient entamés, notamment donc, au sein de notre GHT, la Centre-Franche-Comté, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps nécessaire de pouvoir de boucher toutes les vulnérabilités qu'on avait pu déjà lister. Et ces vulnérabilités, voilà, elles sont liées aussi à la transformation de l'hôpital hein, aux nouvelles pratiques. Aujourd'hui, l'activité hospitalière repose sur des accès à distance, hein, notamment pour le télétravail, l'administration,
ou certaines interventions techniques, hein. On a, on a mille et une, j'exagère un petit peu, mais interconnexions avec tous les prestataires, tous les industriels avec qui on travaille. Et voilà, notre établissement n'échappe pas à cette logique. Et le problème, c'est que cet accès était encore trop souvent ouvert, trop classique, trop peu durci. On était sur une logique d'authentification simple, sans niveau de protection suffisant pour faire face à des attaquants déjà capables d'exploiter des identifiants compromis. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé. En clair, le point d'entrée existait, il était utile au quotidien, mais pas encore suffisamment protégé au niveau qu'imposait déjà le contexte de menace. Et le deuxième élément aussi, c'était l'authentification classique, sans MFA généralisé. Là, c'est des choses qu'on était en train de tester sur l'établissement. Effectivement, hein, là, il faut être concret. Lorsque l'authentification repose aujourd'hui sur un seul couple identifiant mot de passe, on reste dans un modèle de sécurité trop fragile face aux attaques actuelles. Et on avait conscience hein, de ces problématiques qu'on était en train de faire évoluer. On a en plus, il y a des chantiers nationaux là, qui sont en train de se lancer avec ce qu'on appelle le projet Hospi Connect, le projet national, qui nous permet de nous accompagner, de nous financer, les établissements, pour mettre en place une double authentification forte pour toutes nos applications médicales et non médicales. On est en train de travailler, on est en train de finaliser cette note de cadrage qui nous est imposée là pour fin juin. Mais voilà, malheureusement, le projet était lancé, mais les attaquants sont arrivés trop vite, quoi. Et le troisième élément aussi de fragilité, c'était une segmentation incomplète. Aujourd'hui, dans le monde hospitalier, c'est la grande question du cloisonnement et tous les IoT qu'on peut rencontrer, notamment dans le monde biomédical. C'est des trous de sécurité certains. On a énormément d'appareils connectés, hein, que ce soit des outils diagnostiques, des modalités en imagerie, des automates de laboratoire, des pompes à insuline, enfin, et j'en passe. Et tout ça aussi, c'est des choses qu'il faut absolument cloisonner. Euh, c'est des choses qu'on ne peut pas faire évoluer. Il y a un marquage CE sur ces appareils, et ça, c'est une grosse problématique pour le monde de la sécurité et pour mes pairs RSSI pour pouvoir gérer ce genre d'appareil et pouvoir assurer une sécurité. On ne peut pas, c'est souvent comment, des devices, des appareils qui ont une durée de vie parfois de plus de 10 ans, qui tournent sur des Windows 7, qui ne sont pas protégés, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas mettre à jour, sinon les industriels ne veulent plus assurer la maintenance. Donc on est face à des problématiques de ce type et bien d'autres aussi. Et c'est autant de vulnérabilités qu'on doit gérer. Donc voilà, la segmentation réseau, elle était engagée sur l'établissement, mais pas totalement déployée. Donc ce qui laissait encore des zones de passage possibles entre les environnements. Et c'est typiquement ce genre de vulnérabilité qui n'apparaît pas toujours dans un fonctionnement normal, mais qui devient critique dès qu'un attaquant réussit à s'introduire dans le système et qui lui permet de se latéraliser très rapidement. Enfin, le quatrième élément aussi, c'est la supervision cyber immature. On a eu, à l'époque, à l'automne dernier, on ne disposait pas encore de dispositifs suffisamment complets de détection et d'alerte pour repérer tôt les comportements anormaux, pour croiser les signaux faibles et réagir avant la bascule. Dans une cyberattaque, le problème n'est pas seulement de savoir empêcher l'attaque, mais c'est aussi de savoir voir ce qui se passe, comprendre vite et agir avant que l'incident ne prenne de l'ampleur. D'où l'intérêt, effectivement, d'être vigilant, de savoir lire rapidement ces signaux faibles, pardon, excusez-moi, qui apparaissent pour pouvoir intervenir au plus vite. Et voilà, l'hôpital, sur ce point, était encore en phase de montée en maturité avec une supervision en construction plutôt qu'avec une chaîne de détection pleinement opérationnelle. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut retenir que cette unité très simple mais centrale. La fragilité ne vient
pas toujours d'une absence totale de projet, elle vient aussi du temps d'avance que prend l'attaque sur le déploiement des protections. Un établissement donc, peut avoir identifié ses faiblesses, lancer des chantiers, commencer à corriger, à travailler, mais malgré tout être frappé au moment exact où la bascule n'a pas eu encore lieu. Et on est toujours, voilà, on est toujours en tension. On est un établissement, c'est vrai que je l'ai pas indiqué en introduction, mais de 800 lits. On est un établissement donc central sur le CH, enfin, sur l'hôpital de Pontarlier, mais on a 5 autres hôpitaux qui nous sont rattachés avec une gouvernance commune rattachée au CHI, sur lesquels aussi on doit travailler. On a des outils communs. On est à l'équipe IT, enfin, 6 personnes, plus moi détaché en tant que RSSI. Donc tout ça, c'est très très lourd hein, à gérer. Gérer l'opérationnel, gérer les projets, gérer la supervision. Donc voilà, les hôpitaux publics doivent faire voilà, avec des moyens mesurés, avec des équipes mesurées aussi. Bon, et comme je le soulignais, heureusement qu'on peut compter sur ces projets de GHT sur lesquels l'État nous accompagne. Notamment, ben là, on a un projet pour l'année prochaine d'un SOC, voilà, un SOC manager GHT. Donc tout ça, c'est des briques. Voilà, si on peut compter sur une équipe de supervision qui soit présente pendant 24/24, 7 jours sur 7, pour pouvoir déclencher une réponse à incident ou nous prévenir des cas de signal anormal euh, apparaissent sur notre réseau. Donc voilà, c'est un petit peu une cartographie de la situation de l'établissement tel qu'il était à l'automne dernier. Et si je reviens un petit peu concrètement, voilà, de ce qui s'est passé le jour J, donc dans la nuit du 19 octobre au matin. C'est donc rien de particulier, hein, tout est calme en apparence. C'est toujours ces moments privilégiés hein, que les hackers décident d'intervenir. C'était le premier week-end des vacances de la Toussaint. De nombreuses personnes étaient parties en congé, pareil pour l'équipe IT. À 2 heures du matin, il n'y a qu'une personne d'astreinte. Et c'est justement voilà, le moment le plus opportun pour décider de lancer quelque chose. Et voilà, c'est là où la bascule devient brutale. Et c'est vraiment le moment le plus privilégié. À cette heure-là, on ne voit pas encore l'ampleur complète de ce qui se joue. Mais les premiers signaux remontent déjà. Quand la personne d'astreinte est arrivée, a été alertée pour une panne de la téléphonie et une indisponibilité du dossier de soins. Bon, on s'est dit peut-être que le cœur de réseau a lâché, peut-être que un switch, peut-être qu'un, je sais pas, l'AD est tombé, peut-être que le DNS est tombé. Je parle un petit peu technique, mais voilà, on n'imaginait pas quand même une attaque. Mais lorsque la personne d'astreinte est arrivée, il a vite compris que ça ne ressemblait pas à une panne ordinaire, ni à un simple dysfonctionnement technique, comme on a pu déjà en connaître. Ça a été vraiment un choc et à comprendre que, effectivement, quelqu'un avait pris possession du système minute par minute depuis depuis quelques heures. Donc, premier- première alerte, on s'est rendu compte que les fichiers étaient verrouillés, les partages réseau étaient inaccessibles, les serveurs ont cessé de répondre, plus d'accès à la téléphonie, et ce qui semblait peut-être maîtrisable quelques instants plus tôt s'est vite transformé en une paralysie progressive. Alors, derrière ce terme technique, il ne faut pas sentir quelque chose de concret à l'oral. On assiste vraiment à une fermeture brutale de tout ce qui permet à l'hôpital de conserver sa mémoire, ses traces, ses dossiers, ses transmissions, ses routines de travail. Et très vite, la deuxième onde de choc arrive. Les applicatifs métiers tombent les uns après les autres. On se rend compte qu'il se passe vraiment quelque chose. Le DPI n'est plus accessible, les outils de prescription non plus, les outils de planification se figent.
on n'a plus d'outils pour gérer l'entrée des patients, plus de gamme. Et là, c'est un moment extrêmement déstabilisant parce que là, on se sent terriblement seul. La personne qui, qui découvre serveur par serveur ce qui se passe, il commence à faire un état des lieux, et là, on est face à une innovation qui se retrouve privée de tous ses repères. Là, c'est vraiment le chaos. Et là, malgré tout, on doit quand même continuer à agir. Sans le support qui relie normalement les informations entre elles, et là, ce qui nous oblige à reconstruire en urgence vraiment des circuits de fortune. Et là aussi, la téléphonie est la grosse problématique. On avait le mois précédent, enfin, un exercice de crise, on s'était appuyé sur l'ANSSI, sur l'exercice de crise Rempart 25. Et là, on avait pointé effectivement qu'on n'avait pas suffisamment de téléphones mobiles pour pouvoir, si la téléphonie venait à tomber, pour pouvoir assurer un minimum de communication en interne et en externe. Et là, on s'est très rapidement rendu compte que sur les premières heures de ce chaos, la coordination interne était vraiment fracturée. On ne pouvait plus se parler, on ne pouvait plus se synchroniser, on ne pouvait plus appeler le laboratoire, on ne pouvait plus appeler l'imagerie. Un patient aux urgences, on ne pouvait plus communiquer au niveau de la chire, au niveau de l'anesthésie, enfin l'anesthésiste de garde. Donc là, ça a été vraiment très compliqué. Quand les appels se coupent, ouais, quand les échanges deviennent difficiles, quand on ne peut plus s'assurer que le bon message arrive au bon endroit, là, l'hôpital perd totalement sa capacité à se coordonner en temps réel. Et là, c'est pas une panne accessoire, c'est vraiment la perte de synchronisation entre les métiers, entre les services, entre les étages de décision. Et là, c'est réellement une perte de chance notable pour, euh, pour le patient. Ensuite, c'est effectivement ce message de rançon qui a commencé à apparaître sur nos serveurs, sur nos hyperviseurs, euh, pour expliquer, voilà, un petit peu, donc c'était une mafia russe qui était à l'origine de cette attaque, pour expliquer un petit peu leur, euh, leur plan d'attaque, leur idéologie, et puis bah, surtout un joli chèque qui nous demandait en bitcoins pour se connecter en échange d'une clé de déchiffrement pour pouvoir récupérer nos données. Voilà. En tout cas, ce qui nous a vraiment frappé, ça a été vraiment ce séquencement qui a été très rapide et qui a été vraiment, on a été totalement pris de vitesse. Le chiffrement s'est fait en 1 heure, donc entre le temps qu'on intervienne sur site euh, et qu'on commence à casser la chaîne, c'est ce qu'on va voir sur la diapo suivante. Attendez, pardon. Hop. Donc, les premiers gestes, dès on a compris que c'était une cyberattaque et que on a voulu éviter le plus rapidement possible l'effet domino, donc couper l'arrêt d'Internet, justement pour que l'attaquant ne puisse plus avoir la possibilité de piloter à distance, isoler nos réseaux, donc commencer à arrêter tous nos VPN, on ferme les portes, on coupe les sorties, on empêche toute reprise de contact avec l'extérieur. La priorité n'est pas la fluidité, mais c'est vraiment sécuriser le périmètre. On sépare les zones, donc on cloisonne les flux, on réduit les mouvements au maximum, on bloque toutes les interconnexions qu'on peut avoir avec les partenaires, avec les autres centres hospitaliers, avec les industriels. Ensuite, ce qui est très important, c'est sanctuariser, excusez-moi, mais la scène de crime. C'est exactement lorsque les techniciens de scène de crime doivent intervenir. Il ne faut absolument pas polluer la scène de crime. Il faut conserver toutes les traces. Et ça, c'est vraiment les premières choses que nous demandent
les équipes du Certes Santé ou de l'ANSSI, c'est de ne pas arrêter les équipements, c'est de ne pas les rebooter, c'est vraiment garder les éléments, les serveurs tels qu'ils sont. Il ne faut surtout pas chercher à essayer de retravailler. Il faut vraiment figer, figer cette scène de crime. Et après, bah, c'est toute cette activation de cellules, c'est toutes les obligations qu'on a entre RSSI et DPO d'alerter l'ANSSI, le CERT Santé, les ARS pour pouvoir déclencher la chaîne, euh, la chaîne de gouvernance et puis la remédiation qu'on va entamer donc, donc avec eux. Et donc, suite à ça, c'était une journée très compliquée. Donc, je vais vous faire une chronologie rapide de, de Oui, la il te journée. reste 18 slides, hein, Thomas. Pardon? Il te reste 18 slides et il est 18h52. Ouh là là, donc je vais accélérer un petit peu. Donc, vers 2 heures, tout commence par ce basculement brutal. Donc, l'astreinte est alertée. À 4 heures, on a bien la confirmation des ransomware. Donc, alerte RSSI, direction, investigation. Vers 6 heures du matin, on déclenche la cellule de crise. Donc, les premiers renforts humains se mobilisent. On décide dès 8 heures, avec l'appui du SAMU, de l'ARS, de voir comment on s'organise pour continuer d'assurer notre mission de soins et comment on continue d'assurer l'arrivée de nos patients. À 10 heures, donc déclenchement de la cellule de crise. Et c'est là où on décide de basculer en mode dégradé, excusez-moi, en mode adapté. On redéfinit nos circuits et nos équipes soignantes. On décide si on a besoin de renforts avec les DRH, avec la direction. Et dans l'après-midi, on décide avec l'ANSSI, le centre de santé, on se coordonne inter-établissement pour pouvoir mettre en place une gouvernance de crise stabilisée. Donc cette cellule de crise, elle est essentielle, elle est vraiment sur 3 niveaux. Euh, c'est très important. Le premier niveau, ce qui est fondamental, c'est la manière dont l'établissement a cherché à s'organiser pour garder une décision. Donc, il y a le niveau opérationnel qui est essentiel. C'est là où les équipes techniques, l'IT, les référents de pôle, la pharmacie, la logistique, les RH, les fonctions support transforment les décisions en actions concrètes. Il y a le terrain aussi qui est essentiel. C'est le niveau le plus exposé. C'est lui qu'on sollicite pour continuer à soigner, à gérer les patients, à adapter les circuits, à faire fonctionner les services avec des moyens dégradés. Et bien sûr, la gouvernance, c'est c'est le niveau stratégique qui prend les décisions en fonction des retours de l'opérationnel et du niveau terrain. Donc, ces 3 niveaux doivent impérativement être sollicités dans la cellule de crise. Ça ne se limite pas uniquement à la gouvernance. Ensuite, le PCA en vrai, c'est vraiment, il a joué un rôle d'une mémoire collective, c'est un langage commun et vraiment un point d'appui pour permettre aux équipes de continuer à agir sans se perdre dans l'urgence, quand les outils numériques ne répondaient plus, c'est vraiment sur ça sur lequel on peut se rattacher. On avait des fiches réflexes opérationnelles. Chaque service de soins avait des pochettes, avait des kits de survie avec des procédures courtes, des fiches réflexes accessibles pour pouvoir être utilisées au plus vite. Comme je le disais aussi, on avait mis en place des exercices de crise. Donc, ce qui a permis, notamment au niveau de la cellule de crise, de savoir le jour J, chacun avait une fiche de poste qui était déjà bien ancrée. On avait pu répéter ça donc, le mois précédent. Donc, quand tout le monde est arrivé autour de la table, chaque intervenant, selon les 3 niveaux, savait ce qu'il avait à faire. Donc, les supports papier étaient préparés. On avait déjà des listings. On avait les circuits dégradés, on avait des outils pour transmettre, pour commander, pour tracer, avec des catalogues aussi pharmaceutiques. Donc tout ça était déjà à disposition.
Donc on avait un langage commun aussi pour agir, ce qu'on avait mis en place avec les fiches réflexes qui étaient à disposition pour nos professionnels. Donc la vraie question, hein, comme vous l'avez compris, c'est vraiment d'assurer cette continuité des soins aux urgences. Euh, je fais un focus là sur quatre services qui sont vraiment primordiaux pour que l'hôpital puisse continuer à soigner. C'est maintenir les urgences ouvertes, garder le bloc et la maternité opérationnelle, pouvoir compter sur les services supports, sur l'imagerie, sur la biologie, et surtout sécuriser la pharmacie et la logistique pour que les équipes puissent encore travailler malgré cette rupture numérique. Et notre direction nous a donné le cap dès le premier jour. Ça a été assez rude au niveau des équipes. Donc l'objectif, c'était de ne refuser personne et de garder un flux continu, de ne pas fermer, de, de ne pas de ne pas fermer les services, mais s'adapter tout enfin, pour les modalités d'accueil, avec la régulation. Mais voilà, donc on s'est concerté, hein. Il y a eu un vrai travail de fait avec la coordination avec le centre 15. On a fait des points de situation réguliers avec une réévaluation continue des capacités réelles des services, avec voilà, une orientation décalée plus complexe, éventuellement vers les établissements périphériques. En tout cas, ça voulait dire reprendre le tri, l'accueil, la transmission d'informations et la décision médicale avec des moyens dégradés, mais sans perdre la maîtrise du flux patient. Donc, cette continuité des soins a été compliquée, les premières heures, les premières journées, mais on a pu quand même maintenir le cap, continuer nos prises en charge et remettre en place un mini-labo, un PAX aussi de secours pour pouvoir continuer à assurer les examens et puis savoir orienter précisément nos patients vers les bons services en fonction des différentes pathologies. Mais voilà, je ne veux pas vous cacher que ces premières heures ont été, euh, ont été vraiment très, très, très compliquées à vivre. Ensuite, la partie remédiation, on a, il y a eu une vraie concertation, hein, avec, comme je vous le disais, avec l'ANSSI et puis le CERT. On a pu s'appuyer sur leur expertise, sur leur guide, pour déjà rebâtir au bout d'un mois un cœur de confiance, vraiment un cœur isolé, hein, du SI. On a voulu prendre aucun risque, hein. On n'est pas reparti sur l'infrastructure existante, on est reparti sur un serveur de secours pour pouvoir redonner rapidement au métier accès à leurs données, remettre en place une cartographie, vraiment prioriser quelle application on allait redémarrer en priorité. C'est vraiment ça, on en avait déjà discuté en amont, mais savoir en fonction des besoins pour pouvoir assurer un circuit patient cohérent, comment on redémarre, avec quelles applications, parce qu'on ne pouvait pas redémarrer tout d'un bloc, c'était vraiment impossible. On n'avait pas les ressources techniques ni les ressources humaines pour pouvoir le faire. Parallèlement à cela, toute la partie investigation qui a été faite, tout le forensique a été fait avec les experts, et après, ben, entamer la reconstruction, savoir comment on reconstruit euh, en suivant donc cette feuille de route dont je vous parlais, qu'on avait prévu de faire à 3 ans, le tiering modèle, une segmentation vraiment poussée par métier, euh, une refonte de l'AT, une revue de compte complète, tout ça, toute cette feuille de route qu'on avait décidé de faire en 3 ans, et ben là, on l'a fait en 6 mois. Donc, c'est ce qui explique pourquoi c'est long, parce c'est vrai que la communication joue un rôle très, très, très important. Il faut vraiment communiquer, il faut que l'information enfin, redescende bien dans les services, et ça, c'est parfois compliqué. C'est, voilà, on a remis cette bulle de confiance à disposition au bout d'un mois, mais
revenir à une situation normale pour que chacun ait son PC dans son bureau, dans son service, ben, ça demande à remettre à plat euh, toutes les, toutes les machines du parc. Donc on avait environ 900 machines qu'il fallait remettre à zéro, qu'il fallait euh, réinstaller complètement, qu'il fallait resécuriser, mettre des nouveaux outils à disposition. Il a fallu aussi vérifier chaque serveur pour pouvoir remettre en route, chaque sauvegarde, chaque compte utilisateur, refaire une revue de compte complète, une revue des droits complète, chaque VM. Donc là aussi, l'ANSSI nous a mis des outils à disposition pour tester, mais c'est effectivement, ça demande beaucoup de temps. Et là, je tire encore mon chapeau aux équipes, hein, pour tout le travail qui a pu être réalisé pour pouvoir entamer toute cette reconstruction, toute cette partie donc matérielle, logistique, administrative et voilà, humaine dans cette reconstruction. Donc voilà, je refais un petit focus aussi sur le PRA, la bulle de confiance. Tout ça s'appuie sur un environnement de redémarrage minimal qui doit vraiment auditer, qui doit vraiment être sûr, parce qu'il faut absolument se protéger. Il ne faut pas chercher à redémarrer trop vite, hein. C'est malheureusement ce qui a été le cas chez d'autres confrères, parce que si on redémarre trop vite, on risque fort de se faire réattaquer très 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 rapidement derrière. C'est vraiment bien réfléchir, hein, à ce mode de remise en route et surtout, surtout, surtout ne pas se prioriser, mais surtout prioriser le circuit de soins, même si on mettra plus de temps. Les services nous l'ont dit, hein, les métiers nous l'ont dit. Prenez le temps nécessaire pour reconstruire. Nous, au bout de quelques mois, eh ben, on est rentré en mode routine avec nos procédures adaptées, avec notre bout de papier. Ça nous va. Les médecins, les soignants, pareil pour les services support. On est revenu au papier. Bon, c'est sûr que c'est plus chronophage, c'est plus long. Bon, on assure quand même une sécurité pour notre patient, une traçabilité. Certes, elle n'est pas sur un support numérique, mais voilà. Surtout, prenez le temps nécessaire. Nous, ce qu'on veut, c'est que lorsque vous nous remettrez à disposition nos, nos outils, c'est que ça fonctionne. On n'a pas envie de resubir, d'avoir de nouveau des arrêts. C'est vraiment ça qui nous intéresse. Donc, voilà, on a redémarré palier par palier, service par service, en essayant toujours d'avoir une vraie cohérence par rapport, aux attentes et puis des métiers, et toujours pour ne pas casser voilà, le cercle, enfin, le circuit patient au niveau de l'établissement. Donc aussi, ce qu'on a essayé d'expliquer au métier, c'est le PCA versus PRA. Ça n'a pas toujours été très, très, très bien compris. Donc le PCA, c'est vraiment pendant la crise, dès les premières heures, c'est pouvoir donc maintenir sa mission de soins avec les moyens dégradés. Il est vraiment de nature organisationnelle. Euh, c'est pouvoir donc continuer à assurer nos missions. Et le PRA, c'est le plan de reprise d'activité. Et c'est ça qui est vraiment compliqué aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, on revient donc à une situation normale. Nos métiers se sont réappropriés leurs outils, mais c'est qu'est-ce qu'on fait, pour revenir à la normale, qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on a produit durant cette phase critique, hein, pendant toute cette phase, on va dire, hein, où on n'avait plus accès, où on avait un accès dégradé à nos supports numériques. Comment on reprend tout ça? Et ce qui est vraiment très très lourd aujourd'hui avec ce PRA, c'est que les professionnels ont repris donc un mode de travail normal, mais c'est qu'en plus de leur mission normale, ils doivent reprendre et réintégrer toute l'activité qui a été faite en mode adapté. Parce que le problème, si on veut pouvoir donc avoir un dossier de soins cohérent, il doit être informatisé, parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir facturer. On a notre médecin DIM qui est parmi nous ce soir, qui saura mieux l'expliquer que moi, mais le problème, ça a été le manque à gagner, hein, pour l'établissement.
on a eu des grosses même difficultés à remettre un lien de confiance avec la DGFiP, hein, c'est notre interface pour pouvoir gérer tout ce qui est facturation hospitalière. Mais pour pouvoir voilà, refacturer les patients et refaire rentrer de l'argent dans les caisses de l'hôpital, on devait donc absolument ressaisir cette activité, que ce soit pour les EHPAD, que ce soit pour le MCO, que ce soit pour la psychiatrie. Tout ça, c'est une phase obligatoire pour pouvoir voilà, remettre l'hôpital aussi à flot, hein, techniquement, mais financièrement aussi. Et c'est ça qui est aujourd'hui très, très compliqué dans dans un retour à la normale suite à une cyberattaque. Ensuite, je vais parler des facteurs aggravants, hein, comme je le disais tout à l'heure, donc l'hébergement mutualisé. Dès qu'il y a de la mutualisation avec plusieurs établissements, on a aussi deux autres centres hospitaliers qui sont rattachés sur le CHI, en plus des cinq dont je vous parlais tout à l'heure, où on assure l'hébergement de leurs données, euh, et donc où il y a eu aussi une partie de compromission. On avait les Active Directory avec des approbations de domaine, donc là aussi, hein, ça permet à l'attaquant de pouvoir se mouvoir librement d'un établissement à l'autre. On avait malheureusement des sauvegardes centralisées et toutes nos sauvegardes n'étaient pas en mode hors ligne. Il y a toujours aussi des problématiques budgétaires, hein, des choix à faire en termes financiers. Donc, ça a été un petit peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, si l'espace de confiance devient trop large, devient une autoroute pour la progression, il faut retravailler cette feuille de route, cette mutualisation. C'est vraiment faire attention de ne pas rentrer dans cet effet domino et offrir à l'attaquant donc une surface d'attaque maximale au coût d'un effort minimal. Donc c'est tout- tous ces facteurs aggravants qu'on est en train de repenser pour pouvoir vraiment isoler au maximum et segmenter au maximum nos réseaux et nos interconnexions. Donc les facteurs de résilience, c'est vraiment les sauvegardes immuables, avoir des sauvegardes qui soient hors ligne, non altérables, régulièrement testées. C'est vraiment la ligne la plus décisive pour pouvoir repartir après l'attaque. C'est l'expertise interne. On a la chance sur le CHI d'avoir des vrais experts métiers et techniques. Et ça a été une force énorme, énorme, énorme. Et je leur tire encore mon chapeau. Même si on a un petit établissement, euh, on s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait pas s'appuyer sur les industriels, enfin, notamment les éditeurs de logiciels hospitaliers, que ce soit administratifs ou médicaux, pour pouvoir repartir. Donc, on a très très vite compris que bah, si on voulait pouvoir repartir, bah, c'était avec l'énergie qu'on a, les connaissances qu'on peut avoir en interne, avec les métiers et avec l'équipe IT. Donc, ça c'est des choses que j'ai remontées à l'ARS, à la DGOS. C'est qu'aujourd'hui, un industriel, un éditeur de logiciel qui nous vend un produit où il n'y a pas un mode de continu d'activité ou de retour d'activité, eh ben non, c'est un zéro pointé. Pour moi, on ne devrait même pas le proposer à la vente. Aujourd'hui, tout industriel, tout éditeur doit pouvoir déjà nous expliquer les différentes règles de sécurité, hein, comment on peut l'intégrer dans un SI, et puis surtout nous mettre à disposition des procédures pour pouvoir, en cas de dysfonctionnement ou d'attaque, avoir un vrai plan de continuité d'activité et de retour d'activité. Donc voilà ce que la crise a transformé, ce qui nous a un petit peu bousculé. Donc c'est la mise en place d'une autonotisation forte, je vous en parlais. Là, on s'appuie sur des projets nationaux. Donc c'est en train d'être mis en place. Une segmentation très fine, vraiment un cloisonnement enfin, très très fin, par métier, bloc, laboratoire, service de médecine, vraiment avec des règles de flux strictes et auditées, avec une vraie matrice de flux à jour. Mais là, c'est pareil, ça demande énormément, énormément de travail pour les équipes pour pouvoir gérer cette matrice de flux entre différents VLAN. Mais en tout cas,
on s'y attelle, mais c'est vrai que ça demande énormément de ressources en interne aux équipes IT. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on avait prévu de faire en 3 ans, c'est fait en 6 mois. Donc, pareil, les équipements d'un EDR, hein, d'un SOC managé au niveau GHT et d'un SIEM, un puits de log, pour qu'on puisse... Dans votre élève, il ah, est 19h11. oui, 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 je m'étends un petit peu. Et puis, ben, une C'est pas refonte très des lent, PCA, mais PRA. bientôt. Donc voilà, une crise qui est devenue apprentissage, la résilience, le collectif, la gouvernance et la mémoire. Ah, salopard! Clovacci des Franzosi! Ils ne m'ont pas payé la rançon, la vie coupe. Ils ont été compétents et résilients. Da, résilients, mais résilients. J'ai quand même réussi à les emmerder. Mais je n'ai pas plus de temps à perdre avec eux. S'ils avaient payé, j'y serais retourné plus tard et ils auraient encore payé. Mais inutile de revenir chez eux, ils ne payent pas et sont compétents. Slovacchi des Franzouzi. Qui vais-je attaquer maintenant? Oh, le centre hospitalier universitaire de Crachon. Il y a attaque, vous. Donc, je laisse la parole maintenant à Judith, qui va vous expliquer un petit peu tout l'éclairage anthropologique qu'elle a pu apporter à nos métiers. Car bon, j'ai parlé de l'organisation, j'ai parlé de la technique, mais voilà, un hôpital, ce sont des humains qui soignent les humains. Donc, les métiers, les humains ont été mis les professionnels ont été mis à rude épreuve. Et voilà, elle va vous apporter un petit peu sa science, sa méthode et son éclairage par rapport à ce qu'elle a pu voir sur le terrain, sur nos établissements. Voilà, Judith, je te laisse la parole. Et merci, Merci merci Thomas. beaucoup, Thomas. Merci beaucoup, Thomas, pour cette Merci Thomas. introduction et pour ta présentation, vraiment qui est très intéressante. Alors moi, contrairement à la voix off, je ne vais pas m'intéresser ici au social engineering de la psychologie de l'attaquant, mais bel et bien à l'impact de l'attaque sur l'organisation, sur les services, sur les personnes. Effectivement, à mon introduction, j'ai brièvement mentionné une étude que j'ai co-dirigée sur l'impact psychologique et humain d'une cyberattaque dans une organisation et de laquelle a découlé des recommandations, une vingtaine de recommandations opérationnelles et notamment la création d'un métier transverse qui soit une seconde casquette en interne, soit une formation, l'objet d'une formation en externe, un rôle cyber et qui permette de prendre en charge cette dimension humaine-là aux côtés des enjeux de la remédiation technique et tout en servant les objectifs organisationnels en termes de gouvernance, qui étaient clairement des objectifs basés sur des enjeux financiers réputationnels, mais qui, mal compris des employés ou de certains services, créent des scénarios de disrupteurs, créent des vulnérabilités, créent des angoisses et donne envie de décrocher.